Bonjour.
Donc, bonjour. Bonjour à tous et à tous, en ligne ou en personne. Donc, bienvenue au colloque Maternité dystopique. On est vraiment très, très heureuse de vous accueillir. Donc, après plusieurs mois de travail, de préparation, c'est enfin aujourd'hui le colloque et on est vraiment heureuse de vous rencontrer, vraiment. Donc, plusieurs d'entre vous ont fait une longue route pour venir jusqu'ici. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, le sujet qu'on a choisi aujourd'hui pour notre colloque, donc, qui est les représentations dystopiques de la maternité, en est un particulier. Il s'inscrit notamment dans l'actualité. Pensons à l'annulation de Roe v. Wade aux États-Unis en juin dernier et aux différents États américains qui, au fil des mois, ont imposé leurs restrictions face au droit à l'avortement. Ce n'est donc pas étonnant que la maternité prenne place dans un grand nombre de nouvelles publications dans les dernières années. Comme vous le verrez, les communications qui vous seront présentées témoignent de cette diversité d'ouvrages qui mettent en scène la maternité dans un contexte dystopique. Donc, le sujet est donc entré dans une certaine tradition littéraire et artistique des récits de dystopie et de science-fiction. Il suffit de penser, par exemple, à The Handmaid's Tale, publié en 85, pour le voir. Dans son ouvrage Maternity in the Post-Apocalypse, Mitchell affirmait en ce sens que le trope de la femme enceinte était purulent, presque usé, au point où il en constituait presque un décor typique. C'est donc à ces nombreuses et diverses représentations de la maternité dans les œuvres de dystopie et de science-fiction, et aux différents enjeux, discours, réflexions qu'elle convoque que nous souhaitons dédier les 2 prochaines journées. Donc, les pistes choisies par les personnes participant aux différents panels sont toutes plus pertinentes les unes que les autres, vous le verrez bien, riches, diversifiées et vont nous amener à explorer plusieurs angles de recherche des maternités dystopiques. Donc, avec l'objectif de réfléchir à ces enjeux, nous avons décidé de faire intervenir des personnes de différents horizons et pratiques. Ainsi, nous aurons tout au long du colloque à la fois des communications scientifiques et une table ronde réunissant 2 autrices, Elsa Pépin et Marie-Josée Martin, et une autrice chercheuse, Elise Warren. Donc, on voudrait d'abord faire quelques remerciements avant de commencer. Donc, on tient à remercier nos partenaires financiers qui ont rendu ce colloque possible. Donc, le Centre de recherche universitaire sur la littérature et la culture au Québec, donc le CRILC, les services de la vie étudiante, le SVE, l'Association facultaire étudiante des arts, la FEA, l'Institut de recherche et d'études féministes, l'IREF, et l'Association étudiante des cycles supérieurs en études littéraires, la EXCEL. On tient également à remercier Charlotte Moffett et Annie Tanguy du CRILC pour leur disponibilité et leur présence dans l'organisation de ce colloque. Merci également à Sabrina, qui est aujourd'hui en Zoom, qui nous aidera à gérer le Zoom dans les prochains jours. On tient également à remercier Elise Warren pour le magnifique visuel qu'elle a su créer pour rendre compte de ce colloque. Puis on tient également à remercier toutes les personnes qui nous ont soumis des propositions et qui ont rendu cet événement possible. Donc, pour commencer le colloque, nous avons la chance d'assister à une conférence de Maud Lafleur qui s'intitule « Infertilité et échec du corps maternel ». La présentation sera suivie d'une période de questions, puis d'une pause. Ensuite, la journée se poursuivra avec 3 panels qui seront dédiés à différents sujets. Notez que pour favoriser le dialogue entre les présentations, la période de questions suivra toujours les communications. Ainsi, nous vous invitons à garder vos questions pour la fin. Pour les participants, vous aurez en fait, Sabrina va vous montrer des feuilles qui vont indiquer le temps restant. Donc, ils sont juste ici, les questions. Pour les personnes en Zoom, on va peut-être essayer de vous écrire là, dans le chat. Donc, juste vérifier le fil de discussion pour voir là, combien de temps il vous reste. Puis, pour les personnes en Zoom, si vous avez des questions, utilisez en fait l'onglet « Levez la main » si vous avez une question, puis on pourra gérer ça en temps aigu. Donc, je pense que c'est tout. Donc, on est prêt à commencer pour la conférence. Donc, Maud, si tu veux t'avancer, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ça va comme ça pour le micro? On m'entend bien? Parfait. La conférence que je vous présente aujourd'hui s'appelle « L'infertilité et échec du corps maternel ». Le corpus que je vais explorer n'est pas un corpus exclusivement dystopique, mais on y va vraiment dans tout ce qui est justement l'échec, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui est problématique, pour aller voir justement l'imaginaire qui s'en découle. Donc,
quand j'ai inscrit, oui, c'est ça, j'ai pas fait un PowerPoint, mais si vous voulez les références de la conférence, vous pouvez scanner le code QR qui vous amène à un site où les livres sont détaillés. Donc, quand j'ai inscrit cette conférence à mon calendrier dans mon téléphone, l'application a cru bon d'agrémenter l'événement d'une image. Une image inspirée sans doute par le titre que j'ai donné à l'événement, Colloque maternité. Sur la dite image, des couleurs pastel, jaune, bleu, un hochet, un fanion, un présent emballé dans un papier avec des petits pois colorés. Peut-être que la même chose vous est arrivée, mais j'espère que votre horizon d'attente ne sera pas trop déçu. Hein? Est-ce que c'est ça la maternité? Une célébration, une douce célébration même. Hein, le hochet, le cadeau comme métonymie de ce lien, de cet état qui sinon serait trop abstrait. Cet état d'être mère, le fait de donner naissance à un enfant, la fonction reproductrice de la femme cis. Des définitions simples pour une réalité qui ne l'est pas ou qui l'est rarement. Déjà, ces définitions semblent prendre en compte que la filiation biologique, puisqu'elle est aussi celle qui marque les imaginaires. C'est sur cette forme de maternité que je me pencherai également. Mais il m'importe de rappeler la diversité des situations et des histoires familiales, de même que les souffrances que cause l'invisibilisation de d'autres formes de maternité ou de parentalité en général. Donc, une réalité dont la complexité excède ce que laisse présager l'absolue simplicité des définitions. Du moins, c'est ce que je présume de l'extérieur, hein, de ma situation de non-parent. Je connais la maternité que de seconde main. La vérité, c'est que mon potentiel reproducteur, l'idée qu'il me serait possible de porter un enfant, de lui transmettre avant même sa naissance quelque chose de moi, de ma lignée, me terrifie. Constance Debré, dès l'incipit de Love Me Tender, affirme: je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme tous les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer? Pourquoi on ne pourrait pas rompre? Évidemment, cette entrée en matière choque. C'est pas là une idée répandue. On suppose que le lien maternel transcende tout. C'est peut-être une des choses qui rend parfois la maternité terrifiante, comme en témoignent les films d'horreur comme Mama, Psycho, The Others ou la série The Haunting of Hill House. Donc, est-ce que la maternité est comme ça, un lien dont on ne peut pas se défaire? Un amour immuable qui nous rattache à la personne qui nous a bercés. Des chaînes qui nous ramènent à jamais à une dette impossible à rembourser, à une époque où on ne s'appartient pas. Pour l'écrivaine française, qui rencontre dans son deuxième roman l'époque où on lui enlève la garde de son fils, la maternité est une position indésirable. Elle dit « Je ne suis pas mère. Je ne suis pas une mère, bien sûr que non. Qui voudrait l'être? À part celles qui ont tout raté, qui ont tellement échoué dans tout ce qu'elles ont trouvé pour ce statut pour se venger du monde. Il y a des gens qui croient que c'est ça, que des femmes disent qu'elles sont mères parce qu'elles ont eu des enfants, que des hommes pensent la même chose des femmes, pépèrent les pères, ou bien des pères qui veulent être mères comme Laurent pour se venger des femmes qui ne sont pas femmes comme moi. Mère, c'est quelque chose de pire que femme, c'est un peu comme domestique ou chien, mais en moins bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mère, ça n'existe pas. » Dans son refus de la maternité, Debré va jusqu'à réécrire l'existence même de ce statut, de cette identité qu'elle réduit à sa plus petite expression, l'amour. Un amour comme tous les autres, qui n'a rien de particulier, rien de transcendantal. Un amour qui ne réécrit pas les identités. Il n'y a pas de mère ou de fils, il n'y a que des gens qui s'aiment, qui peuvent décider de ne plus s'aimer. Plus loin, elle écrit qu'il lui faut quitter la maison de son père pour laisser derrière elle un quotidien qui, en plus d'être familier ou familial, la ramène à un état qu'elle veut quitter, donc qui la porterait à croire à ce qu'elle nomme ses saloperies. « Je finirai par croire au sang », écrit-elle. Cette citation a d'ailleurs donné lieu à un numéro de la revue Moebius que j'ai co-dirigé avec Lula Carbajo, qui sera disponible en librairie le 9 mai. Si on l'a choisi, c'est qu'elle est vraiment venue brasser quelque chose en moi. Donc, je finirai par croire au sang et y voir une loi, poursuit-elle. Comme ça, au conditionnel. Comme si la filiation venait sans obligation, qu'on pouvait choisir d'y croire ou pas, de s'y soumettre ou pas. Or, croire, ça demande un risque, ça exige une vulnérabilité qui, peut-être à son égard, que je ne me permets pas souvent. Il faut identifier un désir, un besoin, un manque, il faut le formuler de façon à ce qu'il arrive à la conscience, puis envisager l'espoir d'une solution, d'une joie. Ensuite, il faut croire, il faut vouloir, il faut demander, il faut faire confiance, avoir confiance. La permission de ne pas croire à ce lien-là m'était jamais vraiment parvenue. Même si je viens d'une famille qui a tout laissé tomber, toutes ses traditions, une à une famille qui est ni absente ni présente, une famille abstraite, comme une loi peut-être.
Une loi qui, contrairement à ce que laisse entendre Debré, s'impose qu'on décide d'y croire ou non. Ainsi, peut-être que, faute de croire au sang, j'ai cru en l'écriture, comme si c'était un ou l'autre. Comme Alison Bechdel qui écrit dans Are You My Mother? En admettant que j'ai jamais possédé le moindre instinct de reproduction, c'est trop tard à présent. Je commence à être à court d'œufs. Mon cycle menstruel, réglé comme une horloge, a raté son premier battement dans ma 45e année, précisément la semaine où je me suis assise pour écrire sur ma mère. Ainsi, Bechdel se dresse contre les critiques qui, de façon parfois essentialiste, ont rapproché l'écriture féminine, si une telle chose existe, d'une procréation. Pour devenir mère biologique, je crois aussi qu'il faut croire au sang, croire à ce que notre corps a la capacité de procréer, de donner la vie. C'est souvent ce qu'on identifie même comme l'essence de la féminité. Dans certains cas, il faut y croire plus fort que tout. Mais la littérature dévoile que la complexité du corps qui souhaite investir la maternité et qui n'y parvient pas. Elle dévoile l'ampleur d'un échec gargantuesque et c'est ce que je veux explorer aujourd'hui. Donc, autour du motif du ventre. Est-ce qu'il faut croire au ventre, à ses promesses, ou est-ce qu'il faut le craindre? Et si ce n'était pas seulement un ou l'autre? Bien placé au milieu du corps, le ventre abrite des significations contraires. S'il peut être d'un côté le lieu des plaisirs hédonistes, la bonne nourriture, le bon vin, le sexe, peu importe, il est aussi une source de honte, tant dans son apparence que dans ses fonctions. C'est lui qui révèle ces choses qu'on essaie de taire, comme le soulignent 2 proverbes créoles qui se traduisent par « c'est le ventre qui trahit les fesses » ou encore « si le vagin ne parle pas, le ventre est bavard », lequel associe la grossesse à un avertissement, voulant que chaque action, si secrète ou privée soit-elle, sera dévoilée tôt ou tard. Le ventre est aussi le lieu de l'intuition, les tripes, ou de l'avarice, l'estomac. Fondamentalement grotesque, l'abdomen n'est de l'extérieur que protubérance ou creux. Et à l'intérieur, il abrite la croisée de plusieurs systèmes, les systèmes urinaires, digestifs et reproducteurs. Les individus qui sont dotés d'un système reproducteur dit féminin voient leur abdomen devenir un réceptacle. On dit de l'endomètre qu'il est comme un nid. C'est un écran, dans le fond, sur lequel se superposent les significations. Les rôles passifs et actifs qu'on attribue aux divers membranes ou aux fluides dans la reproduction sont une fiction qui, à vrai dire, n'a rien à voir avec la biologie. Rien dans la fécondation n'est linéaire. L'abdomen est une partie de l'anatomie qui fait l'objet de regards et on essaie toujours de simplifier l'imaginaire qui l'entoure. On peut le constater dans les différentes revues à potins, par exemple, où le corps des stars, surtout des femmes, est constamment sous surveillance. Des prises de poids honteuses à la révélation de leur nouveau corps, qui, comme le souligne Roxane Gay, est en fait le seul corps qu'elles ont jamais eu, mais dans une taille maintenant acceptable pour les tabloïds. Ou encore l'examen minutieux de ce qui s'est fait du corps durant leur grossesse, donc from baby bumps to post-baby bodies. Le ventre des célébrités apparaît comme un bien commun, une donnée sociale à réguler, à critiquer ou en cas de succès à imiter. Les magazines morcellent par la photographie le corps de certaines célébrités, offrant aux lectrices une marche à suivre pour le reproduire. Si on tente de réguler le ventre, de contrôler sa forme, sa taille, si on décide qu'on doit le couvrir ou qui peut l'exhiber, c'est qu'il cache un potentiel transgressif. De la digestion à la procréation, il se révèle à la fois destructeur, créateur et imprévisible. Cet échec du corps féminin non maternel, il s'inscrit déjà à la représentation et l'imaginaire qui circonscrivent la sexualité hétérosexuelle, conception que beaucoup d'autoristes vont s'affairer à mettre à sang. Par contre, on continue encore de représenter la femme cisgenre comme un réceptacle, son ventre, le lieu où on recueille et on préserve la semence de l'homme. Et comme c'est dans le ventre qu'on voit ou qu'on ne voit pas les traces de la sexualité hétéro, c'est là qu'on appréhende aussi et c'est là qu'on la lit. Donc, le contrôle des grossesses apparaît également comme une tentative de contrôle de la sexualité, comme si les deux étaient synonymes, ou du moins comme si l'un était un symptôme de l'autre. Tant dans les imaginaires du Nord que ceux du Sud, le droit à l'avortement devient un enjeu central aux luttes féministes. Un des enjeux centraux aux luttes féministes. Pourtant, il serait faux de prétendre à une histoire universelle de la justice reproductive. Comme l'avance Françoise Vergès, les féministes noires, latinas, asiatiques ou africaines ont ajouté un nouveau rapport entre technologie, biopolitique, impérialisme et racialisation des corps. Si on analyse toutes les activités humaines de production du vivre, on constate qu'il n'y a pas une seule politique de la reproduction. Historiquement, les femmes non blanches ont effectué le travail invisible du care, nourrice noire d'enfants blancs, domestique, lavandière, infirmière. La politique de la reproduction et la lutte pour l'autonomisation du corps féminin
devient donc multiple, complexe, puisque historiquement, le corps des femmes noires a subi davantage l'exploitation, tant de la part des hommes que des femmes blanches qui réclamaient simultanément leur propre libération. Vergès avance d'ailleurs que s'il y a véritablement eu dépossession du ventre des femmes, les femmes blanches et les femmes noires ne partagent pas à cet effet la même histoire. Elle déplore à juste titre la cécité du féminisme blanc occidental. Elle évoque un exemple qui illustre parfaitement la dichotomie qui s'instaure entre les femmes blanches et les femmes occidentales françaises et celles des anciennes colonies. Dans les années 60, alors que l'avortement est interdit en France, malgré toutes les organisations féministes qui réclament sa légalisation, des milliers de femmes vivant à l'île de la Réunion, département français d'outre-mer, qui devaient subir des chirurgies mineures, sont également avortées sans qu'elles aient consenti. Ces actes cruels, qui, bien qu'ils relèvent d'une histoire locale, rejoignent également, comme elle le souligne, une histoire qui s'inscrit dans le champ plus large de la gestion du ventre des femmes noires, de la réorganisation du travail et du capital, du démantèlement des industries, de l'organisation de la nouvelle migration du sud vers le nord, des politiques de contrôle des naissances dans le tiers-monde. Parce qu'elles sont perçues comme une entrave à la civilisation et au bon développement des sociétés occidentales, les femmes noires, leur ventre, deviennent l'application des pouvoirs patriarcaux et racistes. Il devient légitime pour les institutions blanches de d'en prendre le contrôle. Le hasard veut qu'un des médecins qui a coordonné la pratique des avortements non consentis et illégaux à l'île de la Réunion se nomme Dr Moreau, comme le célèbre personnage de H.G. Wells. Vergès compare en ces termes les deux homonymes. Les deux Dr Moreau s'imposent impunément en figure d'autorité, faisant des corps dominants, qu'ils soient réels ou imaginaires, le terrain de l'avancement des savoirs. Le corps des femmes noires en particulier s'oppose ici comme un matériau, une terre vierge sur laquelle se permettent d'agir les puissances occidentales. Donc, si on restreint dans les communautés du Sud les naissances, on tente de les multiplier dans celles du Nord. La procréation assistée, ces méthodes sont aussi un système de contrôle du ventre, de ces mesures parfois extrêmes qui soulignent l'impératif de procréation qui pèse encore sur les femmes. C'est la stigmatisation qui résulte de cette pression sociale qui pousse certains chercheurs à approcher l'infertilité ou la stérilité des notions d'handicap ou de déficience, impairment en anglais. On fait d'abord usage du cadre légal pour faire valoir ce rapprochement. La persistance de la valeur sociale et culturelle de la maternité en Occident et les progrès des technologies d'assistance à la procréation créent une double contrainte pour les femmes qui luttent contre l'infertilité, comme l'affirme Alexandra Sternke. Ces nouvelles technologies augmentent la pression sociale pour devenir mère, une mère biologique à tout prix, avec peu de soutien et des chances de réussite relativement faibles. C'est cette idée qu'on voit pousser à l'extrême dans le premier roman de l'autrice de science-fiction québécoise Caroline Georges, La mue de l'hermaphrodite. Donc, qui met en scène un enfant qui naît, hermaphrodite selon ses termes, et aussi brillant, donc luminescent. La protagoniste prend la parole et dit « Il faut remonter au moins jusqu'à ma génitrice, sans quoi on ne comprendra rien à qui je suis. En vérité, il était une fois une femelle obsédée par la procréation et que par ça. » Elle poursuit « Ma matrice rencontre un scientifique lui aussi obsédé par la procréation. L'homme la reçoit dans son cabinet privé, lui expose son traitement moléculo-chimique révolutionnaire, doublé d'une thérapie génique. » Donc, l'enfant qui naît après 4 mois de gestation seulement est, selon sa propre confession, pleine d'anomalies, un monstre contemporain. Donc, intersexuée, luminescente, hypersensible, allergique à tout. L'enfant glisse des entrailles de sa génitrice, comme elle le dit, sa première prison, pour devenir un objet de curiosité analysé par le système médical. En naissant, elle tue la femme qui lui donne la vie. Cette femelle obsédée par la procréation, que la protagoniste nomme comme sa génitrice, ne deviendra jamais mère. Si les technologies reproductives font autant l'objet des récits de science-fiction, c'est parce que leur essor donne lieu à des craintes, lesquelles sont basées sur des présupposés souvent erronés ou trompeurs. Le premier mythe, c'est qu'elles sont nouvelles. Si la fertilisation in vitro n'est en effet pratiquée que depuis 1968, la technologie a toujours encadré la reproduction. En effet, la technologie, si on la définit du point de vue anthropologique, elle n'est pas réductible au progrès des sciences ou au truc qu'on tient dans nos mains, elle n'est pas seulement matérielle. Donc, la technologie, c'est aussi toutes les techniques qui sont mises de l'avant pour façonner et organiser le monde qui nous entoure. Donc, autant les structures sociales aussi.
comme l'a dit Sarah Franklin, qui est une anthropologue. Donc, premier mythe, la technologie vient seulement de commencer à jouer dans les naissances, alors que c'est faux. Deuxième mythe, on essaie de nous faire croire que la reproduction in vitro est comme un fac-similé de la reproduction in vivo. Donc, le phénomène est exactement la même chose, ce qui se passe à l'intérieur du corps ou qui se passe à l'extérieur. Or, c'est faux, parce que si oui, les enfants sont indistinguables, du moins à l'œil nu ou selon la science actuelle, le processus est différent à chaque terme parce qu'on essaie d'avoir un taux de perfectionnement ou un taux de réussite de plus en plus fort, donc on modifie la technologie. Donc, la méfiance est tout à fait nourrie par ces mythes qu'on emploie là, sur la reproduction assistée. Mais donc, si on peut enfanter sans jamais devenir mère, c'est dire que la procréation ou la grossesse n'est pas l'unique critère pour accéder à la maternité. Est-ce que c'est alors une question d'auto-identification? Comme pour Debré, qui, malgré qu'elle ait mis au monde un enfant, qu'elle l'ait élevé, qu'il l'ait appelé maman, décide que ça n'existe pas des mères? Ou est-ce que c'est plutôt un acte de langage performatif? Deviendrait mère celle qu'une petite voix baptise ainsi? Peut-être qu'il s'agit d'une reconnaissance sociale plus complexe, comme le suggère le personnage de la mère dans L'Enfant de sable, écrit par le Marocain Tahar Benjaloun. Donc, un couple qui attend sa 8e fille décide que l'enfant à naître sera un garçon, peu importe si c'est une fille ou non. Le mari s'adresse ici à sa femme et lui dit « La naissance de nos filles a été pour moi un deuil. Et j'ai décidé que la 8e naissance serait une fête, la plus grande des cérémonies, une joie qui durerait 7 jours et 7 nuits. Tu seras mère, une vraie mère, tu seras une princesse car tu auras accouché d'un garçon. » Est-ce que ça revient donc à ces prétendues figures d'autorité de décider, de décréter qui est mère et qui ne l'est pas? Il est néanmoins notable de constater comment interagissent les catégories sociales femmes et mères, que ce soit chez Debré, quand elle affirme mère, c'est pire que femme, ou le mari qui répète tu seras une mère, une vraie mère et tu seras une princesse, on peut sembler la présenter là, comme un perfectionnement de la féminité en son état absolu. Son devenir, c'est comme passer le barreau pour un avocat ou choisir sa spécialisation pour un médecin. Évidemment, Benjaloun opère ici une critique en mettant en scène un mari irrationnel là, qui refuse tout de la féminité, mais qui parle de sa femme comme une princesse. On peut aussi se demander, est-ce qu'on peut naître sans mère? La représentation queer, cette idée d'une naissance, dans la représentation queer, cette idée d'une naissance renouvelée où on est sa propre matrice est souvent mise en scène. Par exemple, la fille d'elle-même de Gabrielle Boulogne-Tremblay sous-entend qu'elle devient femme par elle-même, qu'elle naît d'elle-même. Conséquemment, les naissances queer sont souvent, dans les romans contemporains, présentées comme des échecs de la maternité, donc qui affectent autant le corps et le statut de la mère que le nouveau-né. Cette entrée dans le monde qui est décrite comme une urgence médicale ou sociale pour les enfants intersexués, par exemple, va vraiment être mise en scène comme une crise dans la clinique, mais aussi se répertorier dans la littérature comme une crise aussi. Donc, on voit le corps du poupon, sa différence, comme une erreur à corriger avant même de voir l'enfant. C'est qu'on refuse de voir l'enfant intersexué comme une personne, on voit comme un problème à régler. Cette impression que la naissance d'un enfant intersexe correspond à un grand bouleversement va apparaître toujours dans la représentation. Le roman Annabelle, qui est écrit par la Canadienne Kathleen Winter, va suivre le destin de Wayne, un enfant intersexué qui est né au Labrador. Dans cette société, les structures sont super traditionnelles, les rôles genrés déterminent les occupations. Alors là, l'enfant va être élevé et perçu comme un garçon par tout le village, mais dès sa naissance, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est sa voisine, Thomasina, qui sert de sage-femme, qui va dire, en ajustant la couverture, elle a discrètement déplacé un petit testicule et a vu que le bébé avait également des lèvres et une ouverture vaginale. Puis elle a dit, je vais demander aux autres de partir si vous êtes d'accord. Nous avons quelque chose dont nous devons discuter. Ce quelque chose, ce qu'on nomme en tort l'ambiguïté des organes génitaux, qui est la caractéristique qui est placée au premier plan de la définition médicale de l'intersexuation. Dans un monde où on admet à tort que le sexe est seulement binaire, ben cette configuration-là devient spectaculaire et elle provoque vraiment une onde de choc. La relation maintenant qu'entretiennent les parents et l'enfant devient trouble parce que le bébé sort des catégories
qui sont intelligibles, et puis devient un secret lourd à porter. Sa condition devient un secret lourd à porter. Il est impossible donc pour les parents de le faire sien parce qu'ils ne reconnaissent pas en lui l'enfant qu'ils ont tant désiré. Quand elle pose un regard sur l'anatomie du nouveau-né, la voisine met de l'avant l'idée d'un échec. Elle compare tout de suite cette naissance avec la tragique noyade de sa propre fille. Donc, le roman dit « Thomasina savait que quelque chose peut mal tourner, non seulement avec l'enfant qui se trouve devant vous, l'enfant d'une autre femme, mais aussi avec votre propre enfant, à tout moment, quel que soit l'amour que vous lui portez. » Donc, cette configuration génitale apparaît soudainement dans le monde des possibles, alors qu'elle n'était pas envisageable durant la grossesse. Elle est présentée comme un événement dramatique qui viendrait à peine de survenir. Donc, la naissance a mal tourné, l'enfant a mal tourné, et qui compare à une mort au final. Donc, c'est vraiment un dysfonctionnement qui est mis de l'avant comme un accident imprévisible, mais qui peut advenir à tout temps, peu importe si on aime ou non l'enfant. Donc, l'atypie de l'enfant devient un échec maternel. C'est la mère qui porte sur elle le poids de cacher la vérité au père de l'enfant. Porter le secret seul semble aussi suggérer sa culpabilité. Si l'enfant est imparfait, la mère l'est tout autant en tant que mère. De la même façon que se crée chez les parents une impression de faillite dans une belle famille, un roman d'Annie Cloutier. Au sein d'une famille bien connue du Québec, qui est le symbole de la réussite, un couple donne naissance à Lily Rose et que le texte s'appelle Une hermaphrodite. Lors d'une discussion avec son mari, la femme s'écrie « On l'a raté, Guillaume. Lily Rose, on l'a raté, elle est difforme, Guillaume, monstrueuse. » Donc, dans le discours des parents, l'intersexualité est désignée par le couplage hermaphrodite Chris. Elle est associée à un handicap. Donc, on qualifie le diagnostic de choc, de troublant, et la petite fille, on l'appelle fuckée. La mère du poupon infère aussi que c'est une erreur durant le développement du fœtus, avant la naissance, dont elle et son conjoint seraient responsables. Donc, l'état dans lequel naît l'enfant est insatisfaisant, et donc l'expérience de la maternité normale est insatisfaisante aussi. Dans son roman Middlesex, l'Américain Jeff Eugenides va raconter la vie de Cal ou Callie en l'insérant dans une série familiale qui s'étend sur 3 générations. Donc, lui aussi, un enfant intersexué. L'idée de la grossesse ratée ou problématique va revenir à multiples reprises et pendant plusieurs générations, justement parce que Cal va naître d'un inceste fraternel de ses grands-parents, donc Desdemona et Lefty Stephanides. En traçant le parcours de ses aïeuls depuis la Grèce jusqu'à ce qu'ils viennent s'établir à Détroit, au Michigan, le narrateur ne cesse de souligner les gènes dont ils sont porteurs et qui mèneront éventuellement à la mutation de son propre génome. Ce gène, on le présente d'ailleurs comme une substance illicite que Desdemona et Lefty introduisent clandestinement aux États-Unis. Alors que le bateau qui a permis de traverser de l'Atlantique arrive à destination, Desdemona et Lefty ont réécrit leur relation. Ils ne sont plus frères et sœurs, mais mari et femme. Et puis, examinés par une équipe médicale qui doit les laisser entrer au pays, ils sont vus comme des individus en santé. Mais le narrateur affirme « Je suis aussi le descendant d'une opération de contrebande. À leur insu, mes grands-parents, en route vers l'Amérique, portaient chacun un seul gène muté sur le 5e chromosome. » Donc, évidemment, ce gène va devenir une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur les générations et les générations jusqu'à ce que naisse un enfant difforme, qui serait un peu la punition divine qui prouve que l'héritage biologique est corrompu et le poids moral, la transgression là, se fondent un dans l'autre. Au terme de sa grossesse, donc enceinte de son frère, Desdemona va se préparer à rencontrer la créature cachée dans son ventre. Puis elle l'appelle jamais enfant, elle l'appelle toujours créature. Quand elle aperçoit son fils pour la première fois, elle est soulagée. Elle s'écrie « Dieu merci, il n'a des cheveux que sur la tête ». Suite aux conversations avec les médecins sur la consanguinité, donc qui lui disaient que parfois les enfants consanguins naissaient avec du pelage ou même des cheveux partout. Donc elle va vraiment attendre cette punition-là tout au long de sa grossesse. Le médecin va assister à toutes les générations, à toutes les naissances des générations de la famille. Et puis, il va dire, les mariages endogames, donc incestueux, produisent des enfants mutants, tous. Un vocabulaire qui est vraiment lié à la tératologie, au monstrueux, va être central dans le roman d'Eugénides, qui va évoquer autant les métamorphoses d'Ovide que la mythologie grecque, le Minotaure, etc.
Mais donc, ce premier enfant échappe à cette punition divine, mais ils va partager le toit avec sa cousine, qui va finir par marier. Donc, c'est une famille consanguine de 2 fois. Donc, quand il va parler des 2 bébés qui vivent sur le même toit et qui vont se marier plus tard, il dit « Mais il y a une autre chose que je voulais vous mentionner à propos de ces bébés. Quelque chose d'impossible à voir à l'œil nu. Regardez de plus près, voilà, c'est ça. Une mutation chacun. » Donc, ce danger, cette menace invisible va vraiment peser sur la famille tout au long du récit. Donc, après une 2e grossesse, la grand-mère Desdemona va finir par subir une ligature des chromes de Fallope pour devenir infertile parce qu'elle ne veut plus vivre ce poids-là. Et donc, à chaque naissance des personnages marginalisés, on voit qu'il y a un sentiment d'échec qui va être répercuté, qui va venir jusqu'à réécrire le corps maternel, voire jusqu'à nier la maternité de la femme. Et ces personnages-là vont apparaître comme aussi devant se donner naissance à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Donc, on a des personnages non mère-mère, des enfants sans parents, des personnages fertiles-infertiles. Donc, c'est vraiment dans toute une ambiguïté qui va se dessiner comme ça. Mais qu'est-ce qui advient de tous ces personnages féminins pour qui la maternité, même imparfaite, n'est pas une option? Donc, l'infertilité en tant que telle est mise de l'avant comme un échec, évidemment, parce que ça s'oppose à la fertilité qui serait la condition normale de l'être humain. Il n'est pas étonnant que cette impossibilité de procréer soit présentée comme un échec personnel qui incombe surtout aux femmes. Dans un roman qui s'appelle Clinique, écrit par Martine Batanian, Soline, qui est la protagoniste, porte sa stérilité comme une faute personnelle qui lui génère énormément de culpabilité. Elle dit « Je ne me suis pas encore pardonnée de ne pas être capable de faire un enfant. » Comme si la procréation relevait d'une banale compétence qu'elle n'avait jamais réussi à acquérir. Comme si faire un enfant, c'était apprendre l'italien ou jouer de la harpe. Ce blâme, Soline va le porter toute seule, jamais le diriger vers son mari. Même qu'elle imagine qu'un jour, il va la quitter pour une femme fertile et qu'il aura raison de le faire. Dans la littérature, comme dans l'imaginaire, le poids de l'infertilité pèse toujours plus lourd sur les épaules féminines. Cette idée de l'infertilité comme dysfonctionnement n'est ni nouvelle, ni exclusive aux imaginaires du Nord. Donc, dans un roman subsaharien africain, dès qu'on nous présente le personnage principal du roman de Amadou Kourouma, Le Soleil des indépendances, elle est déjà inscrite dans un dysfonctionnement. Donc, Fama, en faisant sa prière à la mosquée, se met à penser au corps de sa femme. Je cite, « Ses fesses rondes et basses, son dos, ses seins, ses hanches, son bas-ventre lisse à son odeur de goyave. » Pourtant, il lui vient une idée qui va gâcher ses pensées agréables, quoique un tantinet objectifiante. Il dit « Allah, pardonne Fama de s'être trop emportée par l'évocation des douceurs de Salimata, mais tout ça pour rappeler que la tranquillité et la paix fuiront pour toujours le cœur et l'esprit de Fama, tandis que Salimata séchera de stérilité, tant que l'enfant ne germera pas. Allah fait donc que Salimata se féconde, que l'enfant germe. » La fonction reproductrice est présentée comme la nature de la femme, comme quelque chose qui arrive de soi-même, comme un phénomène passif. Comme c'est la façon d'un fruit qui mûrit, ou la façon de la pluie qui tombe, ou du soleil qui se couche, le ventre des femmes se remplit. Le premier portrait que Kourouma fait de Salimata révèle et critique d'emblée les normes qui pèsent sur les corps des femmes africaines à l'ère des indépendances. Il leur faut être suffisamment séduisantes et fertiles, et Salimata ne répond pas, au grand malheur de Fama, qu'au premier de ces critères. Dans des rares moments, Fama contemple l'idée que c'est peut-être lui qui est infertile, mais rapidement, il va rejeter entièrement le blâme sur sa femme, qui seule sera tenue responsable d'entreprendre des démarches auprès des marabouts pour lever les malédictions. La notion d'échec dans le contexte afro-caribéen, par exemple, elle dépasse l'échelle individuelle. Dans l'Afrique traditionnelle, la stérilité étant une tare sociale qui affecte profondément la personnalité de l'individu, la femme stérile ou l'homme impuissant, ne transmettant pas la vie qu'il avait reçue, n'enrichissant pas leur communauté, sont perçus comme des éléments passifs pour le clan, des symboles d'échec social et ontologique. Donc, c'est vraiment une dynamique qui devient collective ici. L'infertilité du couple, effectivement souvent présentée comme une malédiction dans la majorité des textes afro-caribéens, même contemporains. Le blâme est jeté sur les protagonistes, on cherche à punir les femmes des coupables, au même titre que les femmes matricides.
De nombreuses romancières vont faire de la stérilité l'un des thèmes romanesques dominants de leur production. Elles prennent la défense de la femme frappée par ce mal, dénoncent la société africaine prisonnière des traditions qui provoque l'humiliation de la femme stérile. Donc, la femme qui n'occupe pas ce rôle traditionnel de mère ou d'épouse est vue comme une menace. Elle devient une figure mortifère, une mangeuse d'hommes. Les femmes qui refusent la maternité dans la littérature afro-caribéenne francophone, surtout en 1970-1990, vont le faire en allant à leur propre perte. Donc, en effet, Hoffman va recenser un nombre d'exemples de personnages féminins qui, suite à une interruption de grossesse, peu importe, donc deviennent une figure de femme victime ou de femme assassinée. Ces personnages qui refusent volontairement la maternité font partie des figures récurrentes de la littérature francophone, figures que Hoffman va nommer des mères dévorantes. Ces matriarches qui vampirisent la vie de leur progéniture, surtout de leurs filles. Françoise Nodion, pour sa part, va utiliser l'expression « matrice dévoreuse de vie » ou « ventre hostile à la vie » pour désigner la présence des femmes infanticides dans les textes des femmes caribéennes. C'est ce refus conscient de la maternité, donc du rôle féminin traditionnel, qui provoque une onde de choc la plus grande. Plus qu'un dérèglement biologique qui empêche les personnages de ne pas avoir un enfant, la littérature afro-caribéenne va jusqu'à mettre en scène un ventre qui tue, qui fait dire à Françoise Nodion que le corps de la femme noire se définit par son ventre tombeau. Donc, cette expression de ventre tombeau, Nodion le lie avec la cale mortifère des navires impliqués dans l'esclavagisme, dans la traite. Et traduit bien les transformations que va subir le personnage féminin depuis les débuts de la littérature coloniale en se soustrayant à la maternité. Et la violence, qui plus est d'être non-mère, va devenir monstrueuse, inhumaine, parce que contre sa nature féminine. Donc, on pardonne rarement aux femmes, même fictives, d'être contre nature. La mère infanticide est centrale au roman Le livre d'Emma de Marie-Cécile Gagnon, écrivaine québécoise d'origine haïtienne. Emma, donc une femme entière internée à Montréal pour le meurtre de sa fille. Dans le livre d'Emma, la maternité problématique, voire meurtrière, va être transmise de mère en fille comme une filiation, comme l'est aussi le traumatisme de l'esclavage. Bien qu'Emma et Fifi mettent au monde une enfant chacune, une fille, le ventre est néanmoins le lieu d'un échec dans tout le récit. D'emblée, les circonstances de la naissance d'Emma semblent annoncer son geste criminel tellement son entrée en vie est liée à la mort. Je cite le roman. « Le matin où mes sœurs et moi nous sommes libérés de l'utérus de Fifi, cette même aube bleuâtre s'étend sur les montagnes qui enserrent le Grand Lagon. Nous sommes 5, d'un seul coup 5 enfants, 5 filles mortes-nées. Quel combat Fifi a dû livrer pour nous arracher d'elle. Le ventre de Fifi donne donc la mort plus qu'il ne donne la vie. Il donne 5 enfants morts-nés, mais une qui a bel et bien survécu, donc 4 enfants morts-nés. Par contre, Emma se considère quand même parmi ses enfants morts-nés. Loin de mettre l'avant l'idée d'un départ ou d'un renouveau, l'accouchement signifie ici une fin, comme en témoigne le mot « arracher »,« combat ». Le ventre va se présenter comme une prison, un organe dysfonctionnel qui est transmis de génération en génération. Maria Adamovich-Arias rappelle que la mère d'Emma, elle aussi est présentée comme le résultat d'une grossesse échouée. Donc, je cite, « Fifi, née de parents noirs, mais par un hasard génétique, une insulte que le ventre de sa mère vomissait après qu'une de ses aïeules avait été saillie par quelques démons blancs en chaleur, avait la peau dorée et les cheveux jaunes. Elle refuse donc le moindre geste de tendresse ou de parole quelconque à Emma. » Contrairement au cas de Soline dans Clinique, la raison de ces grossesses ratées est connue. C'est le trauma de l'esclavage, du colonialisme qui va s'inscrire à même le ventre, à même l'ADN. Par contre, le ventre d'Emma va être habité par sa naissance d'enfant mort-né, par le rejet de sa mère, par le trauma intergénérationnel et par la violence dans laquelle s'inscrit sa chair. Adamovich va souligner d'ailleurs que les moments où Mati, une cousine de sa grand-mère, tresse ses cheveux. Donc, je cite, « Malgré ses 13 ans, Emma doit se mettre sur les genoux de Mati, qui insiste pour natter ses cheveux, même lorsqu'ils sont parfaits. Mati défait chaque tresse, chaque soir, les roule entre ses pouces et les index avant de les tresser à nouveau. Les séances de coiffure deviennent un rituel dans la nuit qui précède, qui s'accompagne obligatoirement de leçons d'histoire sur ses ancêtres. Donc, en tressant ses cheveux, Mati en a souci de l'histoire et les images
de sa lignée à même son corps. Elle va tracer l'histoire de ses aïeuls, le trauma intergénérationnel et va finalement finir par empoisonner Emma. Emma ne peut donc plus, elle non plus, porter la vie. C'est d'ailleurs lors d'une séance que Mathieu annonce à la jeune fille, je cite, « Tu es la dernière de la lignée des filles et des petites filles de Kilima. Fifi, ta mère, est l'avant-dernière et toi la dernière. Après toi, ne viendra personne. » Ainsi, bien qu'elle donne naissance à une fille, Emma ne peut pas, à l'instar de sa mère, donner la mort. Donc, tuer sa fille, Instar ne peut que, pardon, à l'instar de sa mère, donner la mort. Tuer sa fille, se tuer elle-même, apparaît comme la seule façon de mettre fin aux souffrances de sa lignée maudite et dysfonctionnelle. Bien que clinique reflète un tout autre contexte social, culturel aussi, l'infertilité va constituer encore une fois un dysfonctionnement qui relève de la responsabilité des femmes. Que cette faute soit exprimée directement ou intériorisée. Dans le cas de Soline, l'échec semble double. La protagoniste ressent une grande culpabilité, elle n'échappe jamais au sentiment que son corps lui échoue aussi, qu'il l'a trahi. À l'urgence d'hôpital, quand elle est aux prises avec d'incroyables douleurs, elle dit « Mon corps n'a pas semblé apprécier les injections de Puregon. Il y a une arme dans mon ventre qui se retourne contre moi. » Donc, le corps semble agir ou plutôt réagir de façon indépendante, s'opposant au désir de celle qu'il possède, comme s'il était une identité à part entière. Le ventre et le moi contre lequel il se retourne semblent distincts l'un de l'autre. Il y a donc une ambiguïté certaine qui se glisse dans le discours de Soline sur son infertilité. Parfois, elle en est la cause, sa capacité d'enfanter devenant une compétence, mais parfois, elle en devient la victime. L'échec, qui est l'infertilité, n'est d'ailleurs pas un événement unique. Une fois qu'elle est découverte, la stérilité entraîne les personnages dans un long et tortueux parcours, celui du deuil ou de la prise en charge médicale. Pour Soline, ce sera les deux. Tout au long de ce parcours, le sentiment d'échec est constamment réactivé. Donc, elle dit « Nous en sommes au 14e mois d'essai. Ce matin, je me suis levée tôt, en silence. J'ai marché doucement vers la fenêtre. Un cardinal et sa compagne se tenaient à l'autre côté sur notre vieil arbre mort. J'ai cru que c'était un signe. Mon cœur s'est emballé. Je me suis vue revenir vers Miran, le réveiller brusquement et joyeusement. J'avais 3 jours de retard. Dans la salle de bain, j'ai déballé un test de grossesse, pris une grande respiration, regardé le test, pas enceinte. Miran a cogné à la porte. « Ça va là-dedans? » J'ai tout jeté, tout nettoyé, comme s'il ne s'était rien passé. Mes mains tremblaient. Donc, le fonctionnement cyclique des menstruations, dont le retard correspond toujours à un nouvel espoir, et le retour aussi d'un nouvel échec, qui amoindrit jamais le sentiment qui accompagne chaque opportunité où l'infécondité est confirmée. Chaque cycle menstruel, comme chaque test de grossesse négatif, ajoute à l'impression d'échouer, le sentiment d'être prisonnière d'un corps qui ne fonctionne pas, qui est constamment ravivé, comme le trouve le tremblement des mains qui va envahir Soline. L'infécondité entraîne aussi une honte et un tabou. Échec représente le test de grossesse négatif. Soline va préférer le taire, le porter seul. L'affect réaliste et la forme ressemblant à celle du témoignage dans le livre vont faire entrer cet événement dans le domaine de la tragédie personnelle. Il n'est pas non plus innocent que l'oiseau aperçu par la protagoniste soit un cardinal, puisque la couleur, le rouge, devient dans ce roman, comme dans d'autres, un symbole d'infertilité. Comme la stérilité, du moins dans l'imaginaire occidental, va souvent être soustraite au regard, l'infertilité aussi. Hein, donc, dans le cas de Soline, on voit vraiment que c'est un échec personnel, mais dans des cas comme celui par exemple de Margaret Atwood, de Handmaid's Tale, on voit que ça devient encore une fois collectif. Donc, je sais qu'il va en être question là, durant le colloque, mais donc dans cette fiction qui a donné aussi naissance à la très populaire télésérie télévisée, le taux d'infécondité est sans précédent à cause des changements climatiques. L'infertilité devient un problème qui affecte uniquement la population féminine, puisque la loi décrète que les hommes ne peuvent pas être responsables de l'infertilité dans leur couple. Atwood exagère ici par l'exagération et critique la facilité avec laquelle on blâme les femmes pour l'infécondité dans le couple cisgenre hétérosexuel. On absout le partenaire masculin de toute responsabilité. Pour remédier à la stérilité des masters et des wives, donc des épouses, ils font appel à une handmaid, une servante, une femme fertile qui est violée et forcée à porter un enfant qu'on lui arrachera pour remettre à ses bourreaux. Le roman qui suit le parcours de la narratrice Offred va
qui va partager la maison du commandant Gilead et sa femme pour leur donner un enfant, va créer rapidement là, une tension entre les femmes. Donc, je cite le roman ici. Peut-être que c'est juste pour occuper les épouses, pour leur donner un but. Mais j'envie la femme du commandant et son tricot. C'est bien d'avoir des petits objectifs faciles à atteindre. Qu'est-ce qu'elle m'envie? Elle ne me parle pas à moins qu'elle ne puisse l'éviter. Je suis un reproche pour elle, une nécessité. L'échec n'est plus personnalisé, il est social, il est systématisé. Si Offred envie la liberté de la femme du commandant, représentée ici par le fait qu'elle a le loisir de s'adonner au tricot, elle se demande qu'est-ce qu'elle m'envie. La question est bien rhétorique, mais elle met en lumière deux réponses, deux évidences. Ce qu'elle lui envie, effectivement, c'est sa fertilité. Comme le prouve la phrase suivante, où Offred signifie que sa simple présence est un rappel constant de l'échec de l'épouse, de son infécondité. Mais une autre réponse est également tout aussi vraie que la première. Elle ne lui envie rien. Comment est-ce qu'elle pourrait lui envier sa servitude? Ce qui rend le sentiment de dysfonctionnement encore plus cuisant dans les fictions qui traitent de l'infertilité, c'est que la différence entre l'infertilité et son contraire s'exprime sur un mode spectaculaire. La stérilité peut sembler invisible, mais elle se mesure par l'absence. Donc, l'absence de fertilité, l'absence de signes de grossesse. Donc, la notoire rondeur du ventre enceinte et la couleur rouge, qui va devenir aussi un symbole. La rondeur du ventre devient rapidement le signe de la fertilité auquel les protagonistes aspirent, symbole de leur désir de maternité. Soline illustre comment la grossesse s'exprime sur un mode spectaculaire. Je cite, « Sur une des pages figurait un dessin de femme enceinte. Un jour, j'ai encerclé le ventre et j'ai écrit au crayon de plomb, bien que je sache que Miran déteste que j'écrive dans ses livres, je veux ça. » Il n'a aucune ambiguïté possible. La femme enceinte, celle dont Soline encercle le ventre rond, est repérable au premier coup d'œil. C'est justement cette rondeur qui marque l'écart abyssal qui se trouve entre elle et ses congénères stériles. Lors d'un passage narré par l'échographiste de Soline, Batanan évoque la grossesse des autres aussi comme quelque chose d'immédiatement perceptible pour la protagoniste. Donc, l'échographe est à peine enceinte, mais déjà, la protagoniste Soline va voir. Même un minuscule renflement va être remarqué tout de suite et interprété comme une menace ou comme l'est, par exemple, la présence d'Offred pour la femme du commandant. Un reproche. C'est évidemment l'intense envie qu'entretient Soline devant l'enflure du ventre hyper visible qui va la charger d'une signification négative, devenant elle-même une entrave à son propre bonheur ou encore une injure. Dans un monde spéculatif comme celui auquel Atwood donne naissance avec The Handmaid's Tale, la grossesse d'une handmaid est encore plus hyper visible, pas seulement nécessairement liée à une connotation négative là, comme ici. Le roman va dire « Une des servantes est très enceinte. Son ventre, sous son vêtement ample, se gonfle triomphalement. Il y a un mouvement dans la pièce, un murmure qui souffle, qui s'échappe. Malgré nous, nous tournons la tête pour mieux la voir. Nos doigts nous démangent pour la toucher. Elle est pour nous une présence magique, un objet d'envie et de désir que nous la convoitons. Elle est un drapeau au sommet d'une colline, nous montrant ce qu'il est encore possible de faire. Nous aussi, nous pouvons être sauvés. » Donc, vue à travers le regard de ses congénères, les autres servantes, elle apparaît comme une preuve de la fertilité collective, hein, le drapeau au sommet d'une colline qui confirme qu'elle n'est pas inaccessible, que quelqu'un y est allé. Contrairement à l'échographiste de Soline, Ofglen, donc qui est celle qui est enceinte, va se transformer en un pôle magnétique. Tous les regards, toutes les conversations, la plupart des doigts sont pointés en sa direction. Elle ne pourrait pas incarner davantage l'hypervisibilité, le spectaculaire. Mais dès qu'on la remarque, Offred va aussi avoir une pensée qui dit, bon, elle se donne en spectacle. Et cette pensée va faire la preuve, dans le fond, de la jalousie qui règne, de la compétition entre les femmes. Donc, forcer constamment de constater que toutes les autres femmes semblent frêles et rétrécies par rapport à celle-ci. Donc, dans un monde où la fertilité est une marchandise, où elle est instrumentalisée, la grossesse devient un modèle à atteindre, comme pour la grosseur, par exemple, ou comme pour la pâleur de la peau. C'est par comparaison qu'on distingue les femmes fertiles de celles qui ne donnent pas l'impression de l'être, du moins. Ils ne prouvent pas qu'elles ne le sont pas. Donc, même au-delà du ventre, la rondeur devient symbole de ce qui est fertile. La courbe a le pouvoir d'investir n'importe quel organe et de devenir un signe de maternité, comme le souligne le passage de Clinique. Donc, Soline dit
Je n'avais pas envie d'entendre vos voix parce que j'entendais votre joie. Vos cordes vocales sont pleines et rondes quand vous êtes heureuse et votre bonheur de mère câline et capucine me casse le corps. Donc, les cordes vocales sont même affectées ici par la rondeur de la maternité. Ces deux courtes phrases sont vraiment lourdes en implication. Hein. Si la maternité peut s'immiscer dans les cordes vocales pour les rendre pleines et rondes, l'infertilité peut elle aussi attaquer les organes qui ne sont pas nécessairement impliqués dans le processus de reproduction. L'oxymore aussi qui se crée lorsque Soline implique la rondeur, donc le bonheur de mère câline peut lui briser le corps, le doux et la violence. Évidemment, le rouge, comme je vous l'ai dit, est aussi une façon dont on marque l'infertilité. C'est évident quand on pense à The Handmaid's Tale, hein, donc quand on voit leur accoutrement rouge, qui est de la couleur du sang qui nous définit, comme disent les servantes. Ces femmes fertiles, donc ces handmaids, sont complètement resémantisées, reprogrammées par les autorités qui leur donnent, qui contrôlent leurs paroles en leur forçant à l'adhésion d'un langage qui est ritualisé, mais aussi qui contrôlent leur image en leur donnant un uniforme qui a pour but de fixer sur elles, de les réduire à vraiment une signification très, très simple, leur fertilité, leur potentiel reproducteur. La manipulation qui les entoure va relever pratiquement de l'image de marque. Elles deviennent un outil, un produit qui va rappeler leur unique rôle d'agir en tant que matrice. Si une handmaid s'avère défectueuse, elle est remplacée par un meilleur modèle, sans histoire. La couleur rouge dans le roman va vraiment participer à transformer les femmes fertiles en dispositifs qu'Atwood va appeler des sisters dipped in blood. Dans la majorité des récits, le rouge va aussi représenter les menstruations, donc couleur de la confirmation du dysfonctionnement, de l'échec du corps. Cette couleur chaude, Batanian va la nommer Angry Red, donc le rouge colérique. C'est la couleur d'étoile d'endométriose dans mon utérus, va-t-elle dire. Comme dans d'autres récits d'infertilité, elle a souvent recours à l'antithèse et à l'antimort. Donc, si le sang menstruel est, là je cite, chaud et doux comme une caresse qui chatouille, énerve et rend folle. Donc, il provoque aussi par la gradation une réaction négative chez la narratrice. Donc, d'abord chaud et doux, comme la promesse d'une grossesse, qui énerve et rend folle à la finale parce que justement prouvant qu'elle ne fonctionne pas comme les autres. Et c'est pas non plus anodin que le rouge soit associé à la colère ici, parce que justement le rouge, la colère, la cause médicale de son infertilité, l'endométriose vont devenir toutes liées. Dans un monologue humoristique qui s'appelait The Weight of It All, qui a été présenté au Festival Fringe à Toronto en juillet 2019, Gillian Bartolucci exposait ses problèmes de fertilité par le biais d'une comparaison plutôt réussie. Elle associait son corps stérile à une cafetière qui ne fait pas de café. Elle se mettait de l'avant dans son sketch comme retournant sa cafetière à une corrige défectueuse au magasin. Elle dit « Ces machines-là ne font pas de café, or c'est sa seule fonction. » Le parallèle est puissant. Le corps féminin aurait lui aussi une seule fonction, soit celle de porter un enfant. À la fin du monologue, où elle essaie de trouver d'autres utilités à la machine, elle décide de repartir avec cette dernière, de lui donner une deuxième chance. Donc, elle peut devenir un poids dans sa bibliothèque, elle peut avoir des fleurs. Donc, elle trouve plein d'autres façons de l'utiliser. Donc, on comprend aussi que c'est à son corps qu'elle tente de pardonner. Cet échec du corps féminin non maternel empêche celle à qui la grossesse échappe d'accéder à la catégorie femme. Le dysfonctionnement est donc la cause directe d'une exclusion, d'une auto-exclusion, d'un écart qui propulse les personnages dans une position liminaire. Le roman d'Atwood va reprendre aussi cette idée-là, puisque les femmes infertiles sont désignées sont appelées des unwomen, des non-femmes, prouvant que le corps représenté en marge des corps typiques est aussi le résultat d'un regard social. Ces unwomen qui ne peuvent jamais devenir mères ne sont pas non plus des épouses ou des femmes. Elles sont pourtant pas des hommes, mais leur infertilité les empêche d'être perçues comme des femmes à part entière. En tant que dysfonctionnement, l'infertilité fait que le corps échappe à son fonctionnement dit normal ou naturel. Par contre, nous l'avons vu, le contrôle des naissances, comme donne en exemple Françoise Vergès, avec les avortements non consentis pratiqués à l'île de la Réunion, la grossesse et la procréation ne sont pas des phénomènes naturels ou pas uniquement. On ne peut pas les extraire des structures sociales.
L'utérus, à cause de sa puissance créatrice et destructrice, a été politisé, récupéré, genré, racialisé. On se bat pour son contrôle, on le sait, on le voit. Ainsi, il est tout à l'avantage de celles et ceux, surtout ceux qui veulent en usurper le pouvoir, de prétendre que la grossesse est un processus naturel à protéger tel quel. Qu'il s'agisse de là d'une expression, par conséquence, de la nature féminine, du summum de la nature féminine, et que quiconque qui veut intervenir pour limiter les naissances se dresse contre la nature. Nature en cette forme fictive, protéiforme, infinie, incontrôlable. Mais quand ils ont exterminé des populations entières, n'était-ce pas contre nature? Quand ils ont séché les cours d'eau potable, n'était-ce pas contre nature? Quand ils ont rasé des forêts pour asseoir leur demeure, n'était-ce pas contre nature? Après tout, peut-être que c'est parce qu'on l'appelle Mother Earth qu'ils cherchent autant à la contrôler. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant. C'est l'heure de la période de questions, donc on propose qu'on y aille d'emblée. Est-ce qu'il y a des questions, soit dans la salle ici ou sur Zoom pour la conférence qui vient d'être donnée? En levant la main par Zoom ou ici. Oui, est-ce que tu veux venir qu'on nous entende sur Zoom? Pardon. Bonjour, merci pour votre intervention, c'était vraiment intéressant et riche, il y avait plein de références, donc merci beaucoup. J'avais une question, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur peut-on être sans mère avec la représentation queer, être sa propre matrice. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer cette idée parce que j'aime beaucoup et voilà. Merci. Oui, merci pour la question. En effet, c'est quelque chose qui, dans beaucoup de récits de personnages queer, la naissance va devenir un phénomène cyclique et puis on va naître plusieurs fois. Et puis, c'est quelque chose que j'ai remarqué là, dans vraiment un grand nombre de récits, assez pour dire qu'il y a une tendance qu'on pourrait dire généralisée, où donc il y a la première naissance, celle qui se passe pas toujours bien, qui est la naissance traditionnelle. Et puis, il y a plein d'autres moments où ça peut être, mettons, de choisir ses vêtements, d'avouer ses sentiments à quelque chose qui vont être décrits comme d'autres naissances. Et là, la naissance devient vraiment quelque chose qui va briser. C'est plus un événement unique, ça devient un événement répété et contrôlé par la personne elle-même qui fait des gestes d'auto-affirmation dans le fond. Et tout le vocabulaire de la naissance va être là, mais aussi celui de la mort. Donc, la personne qui était avant va souvent être perçue comme une personne morte. Là. Donc, dans Gabrielle Bouliane-Tremblay, dans son livre La fille d'elle-même, va dire « Je traînais avec moi dans mon porte-monnaie une photo d'un garçon mort, puis c'est une photo d'elle avant sa transition. » Donc, c'est vraiment l'idée là des identités qui naissent et qui meurent, qui sont toujours recréées et qui brisent un peu justement l'aspect linéaire qu'on peut donner au temps, là, donc qui va vraiment ouvrir des espaces-temps justement là, différents, marginalisés, autres, et qui vont permettre de sortir d'une lignée, peut-être aussi. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être en Zoom, est-ce qu'on a des questions? Je sais pas si on voit les mains. Et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup, en fait, qui va sûrement revenir au cours du colloque, c'est vraiment ce lien-là entre la féminité et la maternité là, qu'on prend un peu pour acquis dans tout ce quand on parle de la maternité naturelle, puis du lien, donc on n'est pas femme si on n'est pas mère, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, puis on va sûrement en reparler là, pendant le reste du colloque, mais donc c'est vraiment un élément, je pense que c'est important que tu aies amené. Donc, là-dessus, tu sais, il y a Marie Auger, ou Mario Girard, qui est un auteur qui, autour des années 2000, s'est donné un pseudonyme féminin pour écrire et qui est comme un peu disparu de la scène littéraire, là, mais a écrit un livre qui s'appelle Le ventre en tête, et où on a justement un personnage qui s'appelle Marie Auger, qui est obsédée par la procréation et puis qui veut à tout prix devenir enceinte, et ça va l'amener à commettre des gestes criminels. C'est vraiment... lisez pas ça en mangeant. Mais elle décrit la maternité ou la grossesse comme la papauté de la féminité. C'est comme un état vraiment de rentrer dans la religion organisée. Là, c'est vraiment quelque chose comme du sacerdotal là, pour elle. Tout le vocabulaire là, de la religion organisée va être
là pour montrer comment c'est un état supérieur, tu sais, presque spirituel, là. Vraiment. Vraiment, je vais continuer tant qu'à y être. Parce que dans le fond, on a parlé donc de l'infertilité aussi qui est invisible, alors que le ventre est visible. On le voit entre autres dans la Servante écarlate et tout ça, mais dans ta thèse, parce que je l'ai lu pour ma propre thèse, tu parles beaucoup du fait que dans la littérature, on ne voit pas nécessairement les corps. Donc, en fait, on doit faire un effort pour euh, se rendre compte que les corps qu'on lit sont pas nécessairement des corps typiques, par exemple. Et donc, c'est la même chose pour la maternité. Donc, quand on lit un livre, on ne voit pas le ventre des femmes. Puis, je sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais peut-être voulu nous en parler par rapport à ta communication de cette... Parce que quand mettons, Diane Mansell est rendue en série télé, là, on les voit, les ventres, ils sont représentés, alors qu'en littérature, ils restent quand même absents. Ça demande un effort de les considérer. Donc, Mais c'est super intéressant. J'ai pas, tu sais, il y aurait probablement quelque chose à faire à regarder le vocabulaire qui est employé pour mettre de l'avant la maternité. Et puis, de ce que j'ai vu, c'est vraiment la douceur, la rondeur et tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose, un peu comme l'image qui est apparue dans mon téléphone, là, de très doux, de très pastel, de quand même assez inoffensif. Je pense que ce sont, puis là, j'y vais un peu de façon instinctive là, parce que j'avais pas d'exemple concret, mais ce sont un peu c'est un peu ce vocabulaire-là, cet imaginaire-là qu'on met de l'avant quand on met en scène la grossesse. Sauf peut-être en science-fiction, mais là, ça, c'est une autre chose parce que justement, comme on vient sortir, tu sais, on vient interrompre ces processus-là, on vient créer des mères non-mères ou des enfants sans parents ou des grossesses qui se passent à l'extérieur du corps, par exemple. Là, on vient un peu contrer cette image-là aussi, là. On vient interrompre ce processus-là, tu sais, donc il y a quelque chose là qui doit être intéressant dans le vocabulaire aussi, tu sais, parce que, par exemple, dans La Nuit de l'hermaphrodite de Caroline Georges, tout ce qui est lié à la reproduction, à la féminité, c'est vraiment perçu et vu comme quelque chose d'exécrable. Donc, elle n'utilise jamais femme, elle utilise femelle pour parler de sa génitrice. Donc, une femelle obsédée par la procréation. Elle a décrit comme étant aussi une femelle banale qui a voulu comme plastifier son corps, donc se rendre belle par les chirurgies et tout ça. Puis qu'une fois que ça n'a pas réussi, ben là, elle voulait un mari puis des enfants. Donc, c'est vraiment, c'est ça, je pense qu'il y a une façon d'aller critiquer ce qui est la féminité typique, qui va passer peut-être par cette déconstruction-là ou ce bris de la lignée-là, puis dont probablement on va pouvoir reparler dans le colloque, là, mais cette idée-là d'une biologie qui serait pas la biologie de la lignée est vraiment importante aussi, surtout pour le féminisme, là, où on peut se sortir là, de toujours cette lignée biologique qui est en soi un gros mensonge aussi, là. Donc, je pense que, en fait, j'ai hâte d'entendre tout le monde là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment un renversement du vocabulaire qui va se produire là, à cette époque, à ce moment-là ou cette représentation-là. merci beaucoup. Je ne sais pas, Sabrina, si tu veux juste peut-être arrêter le partage d'écran pour voir si on a, mais pour voir les gens déjà un peu. Puis dans les participants, est-ce qu'on a des mains levées? On aurait peut-être une ou deux dernières questions pour Maude. J'ai pas l'heure. Est-ce qu'on a l'heure? On est correct? Dans la salle? Ben, dans ce cas-là, merci beaucoup pour cette conférence. Vraiment, d'ailleurs, on a oublié de te présenter. Vraiment désolée de tout ça. Aucun problème. Donc, on va prendre une pause. On va revenir à 11h30. Donc, en Zoom, on vous revient, on vous mute pendant ce temps-là. Puis donc, dans la salle, n'hésitez pas à prendre un café et on va discuter. Donc, voilà. Merci beaucoup.
Et tu travailles Juste pendant la pause, pour les personnes en Zoom, on voudrait avoir Mohamed, qui est un conférencier qui va être là pour la prochaine séance. Si Mohamed, tu veux bien te connecter, on va essayer ton PowerPoint. Merci. C'est pas quelque chose que moi je connais bien encore. D'accord. Ouais. Oui, vous me voyez? Oui. Vous m'entendez aussi? Oui, on vous entend également. Ok, super. J'essaye de partager du coup. Oui, excusez-nous, on a cette page en même temps. Oui, exactement. Est-ce que vous avez accès au partage? Je vais essayer tout de suite. Alors, partage. Mais on s'y croit en décembre, en fait. Alors, est-ce que ça s'affiche? Oui, c'est parfait. Ça s'affiche. Merci. Super, super. Ok.